Monsieur Mohamed, alors vous l'avez dit, système empirique, je suis entièrement d'accord. Vous avez rappelé les aides de l'État. Vous dites également, eh bien aujourd'hui que pour justement que ces aides puissent se concrétiser sur le terrain, à l'exception de ce qui relève des domaines, donc ça doit être pris en charge par la Ligue professionnelle de football afin de pouvoir... Dans le cadre d'une convention qui s'est signée avec l'administration centrale des sports qui lui confierait la gestion de tous ces moyens et il appartiendra bien sûr à l'administration des sports, à tous les loisirs, de venir contrôler cette ligue tous les jours. D'accord, pour pouvoir avancer. Après une discussion avec les présidents de clubs qui ont vécu l'année dernière, qui démarre cette année, ou disons les patrons d'entreprise, eh bien pour eux, ils disent rien n'a changé. Rien n'a changé, c'est-à-dire sur le terrain. Au moment où ils passent SPA ou club sportif amateur, ils se retrouvent avec des problèmes en plus à gérer, avec des moyens, des sources de financement qui n'ont pas beaucoup changé, la non-implication pour certains et pour beaucoup de la collectivité locale. Également, deuxième problème posé, 25 joueurs professionnels. Pourquoi 25 joueurs professionnels? Pourquoi, dans certains pays, ne pas avoir fait, par exemple, 5 joueurs professionnels, pour le reste, ça serait des amateurs? C'est-à-dire, trouver un certain nombre de choses leur permettant d'avancer petit à petit. Je vous pose la question. Avec tous les respects que je dois à tous nos dirigeants, mais il y en a certains qui devraient eux aussi changer de culture et de mentalité et redevenir des managers au lieu d'être les présidents des clubs amateurs qu'ils étaient. Je leur ai dit récemment dans une réunion qui les a regroupés avec leur ligue de football professionnel qu'il faut arrêter le cumul entre le club sportif amateur et la société qui gère le club professionnel. Le cumul devrait être interdit. On ne peut pas être président d'un club amateur et président d'un club sportif professionnel. C'est important. La deuxième des choses, c'est un apprentissage complètement nouveau pour eux, parce que, à part un club comme l'USMA ou d'autres ou un ou deux autres qui ont réussi la mutation, ce qui est complètement différent, le reste continue de fonctionner comme cela était, parce que cela est dû aux responsables eux-mêmes. Aujourd'hui, il n'y a que l'USMA parce qu'il y a M. Haddad qui a investi là-dedans. C'est le seul qui a investi. Un gros investisseur, c'est le seul, il faut le remercier. Nous espérons que de grosses entreprises publiques et privées puissent venir aussi investir dans le football. Dans tous les pays du monde où le football professionnel a commencé, il y a eu des investissements publics et privés. En France, quand le professionnalisme a commencé, même les mairies investissaient dans les clubs jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il convient de faire, on n'est pas dans un problème à marre d'effectifs de 25 ou de 26 de juniors ou pas. On est dans la création de la structure juridique, financière, administrative et technique de la gestion d'un club. C'est un dossier autrement plus important que de parler de 25 joueurs ou de... Non, pas professionnels. Elles vont le niveau. Mais il y a une réalité du terrain. Et la réalité du terrain, il faut que le niveau soit élevé. Il faut qu'on devienne des managers de clubs, qu'on devienne des dirigeants d'entreprise et qu'on laisse la gestion sportive et technique aux techniciens du sport. Le temps est fini où un président dans un club professionnel recrute les joueurs, s'occupe de déplacements, s'occupe de ceci et de cela. Il faut que ça change progressivement. Ce qu'ont fait les présidents des clubs sportifs amateurs jusqu'à maintenant, c'est de l'héroïsme, il faut les remercier. Ils ont fait plein de choses, surtout dans les années les plus difficile. Aujourd'hui, il faut muter, il faut qu'on aille vers une mutation vers le professionnalisme dans son ensemble. On arrive à la transparence. Le professionnalisme a été institué par la FIFA, entre autres. Pourquoi? Deux objectifs majeurs. Le premier, c'est de fixer le joueur professionnel dans son pays. Si les grands joueurs professionnels qui risquent de sortir de notre championnat n'émigrent pas, notre équipe nationale en disposerait tout le temps et n'attendrait pas les dates FIFA 5 fois par an pour se regrouper. C'est l'exemple de l'Égypte, encore une fois, ou de certains pays où les joueurs locaux sont professionnels, bien payés, sont à la disposition. L'équipe égyptienne, quand ils ont une échéance, vous allez voir... Disons que les Égyptiens sont formés chez eux. Oui, bien sûr, ils sont formés chez eux, ils restent chez eux, ils n'émigrent pas, à part une ou des exceptions, parce qu'ils sont bien payés, ils sont dans des clubs structurés, qui sont de vrais clubs professionnels. C'est ça l'objectif de professionnel. Le deuxième objectif majeur, c'est la transparence dans les finances. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, jusqu'à encore cette saison, il y a beaucoup d'opacité dans la gestion des finances des clubs. Quand on sait qu'il y a encore des présidents qui payent en liquide, j'ai dit ça, on doit passer par un système normal de gestion financière très transparente, où la liquidité n'a plus droit de citer à part les régies usuelles que l'on connaît dans le cadre réglementaire. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui touchent encore des millions et des millions dans des sachets plastiques. Ça ne doit plus exister. Il faut qu'on vienne à ce que les joueurs acceptent les règles de gestion financière transparente et de l'autre côté, la société puisse elle-même aussi mettre en
place le système de gestion le meilleur. C'est un pas qu'il faut. N'oublions pas que c'est un an. J'ai dit, maman, vous vous souvenez que j'ai dit, il faut 4 ans, 5 ans pour qu'on y arrive. Il faut qu'on aide les dirigeants. Il faut qu'on aide les dirigeants à faire la mutation. Il faut qu'on les sensibilise à recruter des ressources humaines de qualité qu'ils n'ont pas. Un club qui paye un joueur 2 milliards peut se permettre de mobiliser 5 millions, 500 millions de centimes pour du personnel de qualité dans le domaine de la comptabilité, des finances, du technique, de l'administration, etc. Nous arriverons tout à l'heure où on peut en parler maintenant. Il faut qu'on soit, comme tous les Algériens, en règle avec la législation du travail. Pourquoi voulez-vous qu'un joueur qui touche 10 millions par mois ne paye pas d'impôts et que le fonctionnaire qui est dans son administration, ou vous, le journaliste qui est dans ce studio, vous payez des impôts et votre sécurité sociale? Quelle différence y a-t-il? On est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. Mais là, pourquoi je reviens? Vous dites, élevons le débat, mais le professionnalisme, c'est vrai que c'est un grand projet. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur Mohamed Al-Awlaoui. Mais la réalité du terrain fait que les clubs aujourd'hui, et pour beaucoup, eh bien, les patrons d'entreprise, parce que c'est vrai que c'est des sociétés par action, mais elles ne génèrent pas, disons-le, des bénéfices. Pour le moment, elles n'arrivent pas. Ils ne pourront pas générer de bénéfices. De toute manière, le texte portant professionnalisme, la loi sur le portant organisation du professionnalisme et des sociétés sportives par action, ne leur permettent pas de faire des bénéfices. Les bénéfices sont réinjectés tout à fait. Dans le système. Mais elles n'arrivent pas à dégager de l'argent. Elles sont en manque déjà d'argent. Mais bien sûr, parce que l'environnement économique est en train d'arriver progressivement à cela. Pour qu'on arrive à cela, il faut d'abord que l'environnement économique, heureusement qu'on a des opérateurs de téléphonie aujourd'hui qui mettent beaucoup d'argent dans le football. Sans ça, on serait sponsors. Ouais, quand on est des sponsors, et heureusement qu'on a quelques-uns, excusez-moi, je vais citer Nijma et les autres, qui sont en mesure d'injecter des milliards et des milliards dans le football. Moi, je dis que pour la fédération, s'il n'y avait pas Nijma, on serait encore au néolithique ou à la préhistoire. C'est pas avec les 35 milliards de centimes que donne le ministère de la Jeunesse et des Sports à une fédération, 3,5 millions d'euros, qu'on peut faire fonctionner une fédération aussi importante et aller à la Coupe du Monde. À titre d'exemple, 3,5 millions d'euros pour la fédération algérienne, la tunisienne fonctionne avec 12 millions et la marocaine avec 27 millions d'euros. On est loin. Si on n'avait pas cette politique de marketing et de gestion commerciale de nos droits et de notre politique commerciale, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous n'utilisons plus l'argent de l'État. 35 milliards qu'on nous donne, on les utilise pas. On utilise nos propres ressources, y compris pour investir dans le centre technique, y compris pour l'ensemble de la gestion de la fédération et des ligues. 580 championnats organisés par an. Les ligues ne reçoivent pas un centime des collectivités locales. C'est nous qui subventionnons les ligues pour qu'elles organisent des championnats pour les 1500 clubs. Je vais plus loin pour revenir au club. Les sources de financement d'un club professionnel, hors la politique commerciale, c'est qui dépend de l'environnement économique réel du pays. C'est le stade, c'est les recettes guichets. Les recettes guichets, vous allez dans un stade comme, je ne vais pas citer de nom, vous avez 40 000 spectateurs, on va vous donner 50 000 dinars, on va vous dire, on va vous dire qu'il y a 5 000 entrées payantes. C'est tous les stades. La publicité dans les stades, la structure du stade veut prendre la publicité, ne la laisse pas au club professionnel, alors qu'on devrait laisser ça au club professionnel. Les droits télé. Aujourd'hui, les droits télé, l'année dernière, chaque club a touché 10 millions de dinars, ce qui est énorme. Moi, quand je suis arrivé à la fédération, on touchait 4 millions de dinars pour l'ensemble du football national. Aujourd'hui, on est autour de 30 milliards. C'est zéro par rapport à ce qui se passe ailleurs. Alors, je ne compare pas à la France où les droits sont à 700 millions d'euros. Si on n'avait que 10%, les choses seraient différentes. Toutes ces sources de financement. Je ne parle pas des droits radio, parce que c'est un débat au long et large, mais c'est pas important. Ce qui est important au-delà de tout ça, c'est les droits d'image. Au-delà de tout ça, c'est que le club dispose d'un centre de formation où il peut avoir des recettes, former des joueurs, les transférer, toucher des indemnités de formation, toucher des quotes-parts de transfert sur les indemnités de solidarité. C'est ça le professionnel. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas du jour au lendemain. Et c'est pas aussi avec les mêmes dirigeants d'aujourd'hui. Pas forcément. On n'est pas éternel. Quelqu'un qui a passé 30 ans dans un club a géré le football à sa manière, il pourra pas le gérer dans un club professionnel parce qu'il n'a pas été préparé à cela. Son devoir et sa mission, s'il aime son club, c'est de préparer une génération, j'allais dire, de techniciens, de technocrates, de jeunes universitaires formés dans l'ensemble. En d'autres termes, monsieur Mohamed En d'autres termes, il faut qu'aujourd'hui le produit football puisse attirer des investisseurs.
Pour cela, c'est ça. Absolument. Pour cela, il faudrait qu'il y ait des clubs de qualité, des équipes de qualité. Mais il faut également qu'il y ait des mesures incitatives pour tirer des investisseurs. On est d'accord, mais il faudrait aussi mettre à la disposition des clubs. Par exemple, un club professionnel qui n'a pas un stade à lui, ça peut pas aller loin. Un club professionnel qui n'a pas son centre de formation, qui est une source importante de financement, ne peut pas aller loin. Un club professionnel qui n'a pas un stade où il a des ressources publicitaires, il ne peut pas aller loin. Il n'a pas de stade de ressources guichet. Hier, quelqu'un me disait, il est allé voir un match du Barça, il a payé 170 € sa place. C'est une autre planète. Alors, bien sûr, mais on veut pas aller à cette planète-là, mais qu'on aille, si on aille à 20% de cette planète. C'est ça le problème. Donc, c'est pour ça que je dis encore une fois, je m'excuse de me répéter, donnons-nous le temps et donnons le temps aux dirigeants de clubs et donnons le temps à l'environnement économique de ce pays d'aider à ce professionnalisme à éclore et à s'asseoir. Par exemple, attirer les investisseurs. N'importe quelle personne, je prends une personne lambda comme ça, peut aller aujourd'hui acheter les actions d'un club. L'ouverture du capital. Si les associés qui sont là lui permettent, ça c'est une histoire d'ouverture du capital. Voilà, l'ouverture du capital. Alors l'ouverture du capital, pour certains disent que nous c'est ouvert et n'importe qui peut venir. Pour certains, c'est vrai. Pour d'autres, non. Parce qu'il faut aller chez le notaire et se faire accompagner pour ouvrir le capital et accepter l'investissement. Ce problème, nous l'avons débattu avec le ministère des Sports il y a déjà 2 ans. Et on devait ajouter dans le cahier des charges l'obligation d'ouvrir le capital. C'est pour ça que je reviens à la question. Le ministère des Sports a préparé un projet de décret exécutif qui prévoit cela. Nous avons été consultés en tant que fédération et il est écrit dans ce décret que si un club n'ouvre pas le capital, il est sanctionné par la fédération jusqu'à élimination du championnat. Alors, on attend que ce décret vienne ou qu'un arrêté soit pris pour que cette disposition soit intégrée dans le cahier des charges et l'ouverture du capital deviendra ainsi obligatoire. D'accord. À 11h43. Alors, il faut dire que oui, ça passe très vite, monsieur Mohamed Rawalawa, et il faut le dire également, donc on a parlé de la situation des clubs, vous le dites, oui, c'est aujourd'hui, il faut aller doucement, la mise en place du professionnalisme prend du temps, c'est vrai que les clubs connaissent des difficultés, alors, je voudrais également, on a parlé du championnat qui va débuter, d'ailleurs aujourd'hui avec la Ligue 2 et demain avec la Ligue 1, même si le temps a été donné, rappelons-le, avec un match avancé qui a vu le Moudia d'Alger s'incliner à Tizi Ouzou face à la JS Kabylie, 1-0, et puisqu'on parle de la JSK, juste j'ouvre une parenthèse pour dire que Mosganiri, il doit rencontrer demain le président de la JSK, M. Mouachil Hanachi, qui pourrait être le futur entraîneur donc de la JS Kabylie, et que l'AS Sochlef, le champion d'Algérie en titre, a vu un changement d'entraîneur avec l'arrivée de Nordin Saadi. Alors, pour diversifier, vous parliez tout à l'heure, je vais vous, en 2 minutes, monsieur Mohamed Rawalawa, en 2 minutes, vous avez dit, on a diversifié les sources de financement, notamment avec l'apport des sponsors. Donc, sur le championnat d'Algérie, je vais rester puisque le championnat débute. Par exemple, le président de l'ASO disait, on n'a pas été récompensé, vous aviez eu le problème l'année dernière. Est-ce que c'est la fédération qui doit récompenser le champion, ou bien c'est le ministère? Comment ça se passe? Pour la Coupe d'Algérie, c'est réglé. C'est une bonne question. Pour la Coupe d'Algérie, le problème ne se pose pas parce que la fédération a pris l'initiative de faire sponsoriser la Coupe d'Algérie dans des règles professionnelles et commerciales. Donc, Nejma est le sponsor de la Coupe d'Algérie dans totalité. Cette année, nous avons fait un effort encore. Nous allons distribuer pas moins de 15 milliards de centimes à tous les clubs qui participent à la Coupe d'Algérie et à toutes les catégories. À titre d'exemple, l'année dernière, nous avions acheté les équipements, permis d'acheter les équipements uniquement pour les seniors. Cette année, nous donnons un investissement pour l'achat des équipements, y compris à toutes les catégories de jeunes, garçons et féminines. Nous avons augmenté les quotes-parts à chaque étape de la Coupe d'Algérie pour atteindre un budget global de 15 milliards qui seront redistribués au football. Ça, c'est la mission de la fédération lorsqu'elle gère sa propre compétition et lorsqu'elle a les sponsors qu'il faut. Le championnat d'Algérie, il n'y a pas de tradition à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, dans le sport amateur, c'était le ministère qui distribuait, par le biais de subventions, des primes d'encouragement aux lauréats. Cette mesure s'est arrêtée depuis un moment et la fédération, il n'est pas dans les statuts ni dans les règles que la fédération ou la ligue donne de l'argent pour les champions. On n'en a pas pour organiser ses propres compétitions. Par contre, depuis longtemps, nous disons aux clubs de la Ligue 1 notamment qu'il faut impérativement qu'il faut distribuer l'argent des revenus de la télévision de manière par ordre de mérite, si on peut dire comme cela. Nous recevons par exemple 16 milliards au lieu de distribuer par équité que je trouve pas normal 1 milliard à chacun des clubs. On va dire on va prendre 2 milliards pour le champion, on va prendre 1 milliard pour le deuxième et 500 millions pour le troisième. Et ensuite on va distribuer 50% de manière équitable et le reste nous allons le distribuer en fonction du classement.
Voilà comment ça se passe comme ça dans les autres pays. Oui. C'est-à-dire que c'est l'argent généré par le championnat lui-même qui doit récompenser le champion. Or, nous, on fait du socialisme. L'argent qui vient, les clubs demandent à ce qu'il soit partagé de manière équitable.